Je vais donner la parole à mon collègue Patrick Boucheron, qui va... Je ne sais pas si tu vas au podium ou si tu restes... Comme on veut. C'est ce qu'on fait, non? Oui, je crois que c'est mieux au podium. Donc Patrick Boucheron est donc normalien, il est agrégé d'histoire. Il a fait sa thèse sur les pouvoirs urbains au Moyen-Âge, puisque c'est un médiévaliste réputé, en particulier de la ville de Milan. Et il a la thèse d'histoire des pouvoirs dans les villes occidentales du XIIIe au XVIe siècle. Donc il est parfaitement bien placé pour nous donner cette perspective historique dans cette session qui va comprendre lui et Emmanuel Loyer. Je voudrais juste terminer par dire qu'on a un petit amour secret partagé avec Patrick Boucheron, qui est la peste. Eh bien, on va en parler, exactement. Merci Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je crois quand même qu'intervenir comme historien dans un colloque comme le nôtre, c'est d'abord sans doute faire profession d'inutilité, puisqu'on pourrait penser à bon droit que la ville du futur n'a que faire de son passé urbain. Chacun ressent encore d'instinct ce que Nietzsche a dénoncé en 1875, dans sa seconde considération intempestive, l'inconvénient des études historiques pour la vie. Et c'est toujours à l'histoire, me semble-t-il, l'histoire comme discipline et comme pratique, c'est toujours à l'histoire de démontrer le contraire, qu'elle peut être utile à la vie ou qu'elle peut, comme on dirait aujourd'hui, s'adresser à nos vies. Et la phrase de Goethe que Nietzsche plaçait en exergue de son livre mériterait, selon moi, d'être portée au fronton de chaque université. Du reste, je déteste tout ce qui ne fait que m'instruire sans augmenter mon activité ou l'animer directement. Augmenter et animer, tel est bien ce qu'on peut attendre du passé, si tant est effectivement qu'on en discrimine la part utile, vivace, germinative, ce que le latin des humanistes appelait l'antiquitas, c'est-à-dire ce passé qui ne passe pas et qui nous permet d'une certaine manière de nous relancer, contrairement à ce que la vétustas, que l'on peut considérer avec respect ou indifférence. Mais sommes-nous pour autant des antiquaires, nous les historiennes et les historiens, tout juste bons en somme à valoriser le patrimoine urbain de la ville? Vous savez qu'aujourd'hui, les grands chantiers de la rénovation urbaine doivent se prémunir du fait de la loi sur l'archéologie préventive contre ce qu'elles appellent le risque archéologique. Le risque archéologique, c'est le fait que dès qu'on modernise la ville, on risque toujours de cogner archéologiquement sur une couche ancienne qui va retarder les travaux et donc la course à la modernité. Donc la complainte sur les encombrements de Paris s'enrichit d'un nouveau lamento. Ce qui nous encombre le plus, c'est l'obsession mémorielle pour le passé qui viendrait, et à la faveur de quelques émotions patrimoniales, nous ralentir dans notre projet, le projet moderne, celui que Le Corbusier appelait le projet moderne, qui est de projeter la ville dans le futur. Donc je suis historien de la ville et par conséquent du côté de ces encombrements patrimoniaux, du côté d'une ville qui écrit son histoire, je ne vais pas remonter jusqu'à un titre livre ou aux chroniques médiévales, mais disons à partir du tournant érudit du XVIIe siècle, à partir, je dirais, de deux pôles, le pôle ecclésiastique et le pôle patriotique. C'est à la fois l'histoire des villes, sur le plan disciplinaire, c'est à la fois l'histoire de la cité antique puis épiscopale, et l'histoire de la patria. Si vous montez sur la terrasse du Collège de France, eh bien vous verrez face à face l'Hôtel de Ville et Notre-Dame de Paris, qui sont d'une certaine manière ces deux pôles depuis ce tiers-lieu qui est le nôtre, puisque Paris,
je le rappelle, a cette très étonnante spécificité au regard de l'histoire européenne de capitaliser les trois fonctions capitales, intellectuelles, économiques et politiques, qui sont, en règle générale, plutôt dissociées. Il y a Milan et Rome, il y a Londres et Oxford, et là, à Paris, tout est rassemblé. Et quand je dis effectivement comparaison européenne, c'est parce que aujourd'hui, les historiens des périodes anciennes et médiévales, eh bien, même s'ils sont pris dans une histoire municipalisée des villes, eh bien, ont comme souci, je dirais, je commence par le futur des études urbaines, de l'associer globalement à une histoire comparée des pouvoirs urbains qui avaient été d'ailleurs pensés dès les années 30 autour de la revue Les Annales et qui appelait de ses vœux une histoire européenne de la civilisation urbaine susceptible de renforcer le sentiment d'appartenance à une Europe commune et pacifiée. J'y reviendrai à la toute fin. Mais on ne peut pas évidemment se contenter aujourd'hui de cette approche d'histoire comparée des villes européennes, et c'est bien à l'échelle globale qu'il nous faut désormais penser le fait urbain dans un monde considéré comme une communauté de destin et de danger, telle que, évidemment, la crise climatique l'a précipité. Dans ce monde-là, la ville, définie par les géographes par sa densité et par sa diversité, c'est une catégorie du social, la ville qui, au fond, se distingue par la densité de l'habitat et la diversité de ses fonctions, eh bien, la ville est le principal agent de la mondialité, le lieu même où s'observe l'avènement du monde, pour reprendre une expression du géographe Michel Lusso, un lieu, ou plus exactement une juxtaposition de lieux dont certains deviennent des hyperlieux, c'est-à-dire des endroits où s'exaspèrent les effets de la mondialité. Un monde de connexion qui augmente en abstraction, en fluidité, en illimitation, en standardisation, je cite toujours Michel Lusso, et on pourrait croire que ce monde-là devient donc de plus en plus virtuel au fur et à mesure qu'il se connecte, ce qui est évidemment inexact. L'économie numérique nous le montre. Au contraire, elle produit, en ville et pas seulement, une matérialité très encombrante, très énergivore, et qui polarise de manière très violente une géographie de la mondialisation. C'est-à-dire ce qui pouvait effectivement nous apparaître comme un agent de mondialité qui allait déterritorialiser les pouvoirs, Internet, eh bien, s'alourdit sur la surface de la Terre en centre de big data qui pose des problèmes environnementaux majeurs. Voilà notre condition urbaine contemporaine. Voilà ce qu'on peut caractériser comme un urbain mondialisé anthropocène, du moment où, effectivement, le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire, disons, l'âge global du XIXe siècle. Mais il y eut auparavant ce que j'avais appelé, avec Julien Loiseau, dans un livre qui s'appelait L'histoire du monde au XVe siècle, un archipel urbain. Et je reviendrai aussi sur cette question archipélagique. Un archipel urbain qui faisait monde dans un monde qui n'existait pas encore pour lui-même, le monde du XVe siècle. C'est-à-dire qu'il y eut historiquement un monde des villes, avant même que n'existe le monde globalisé, où il y a des villes et dans lesquelles nous sommes. Et ce qui est en jeu dans notre colloque, c'est évidemment de penser cette mondialité du fait urbain dans son articulation avec, Philippe, la santé globale, la santé publique globale et, autre défi, de le faire dans la longue durée et à l'échelle mondiale. Et pour le dire de manière plus nette, à partir du moment où on considère cela, en ville, souvent, historiquement, le futur a fait long feu. Je veux dire que
la ville du futur est de moins en moins futuriste. Qu'en réalité, même si on n'en a jamais fini avec l'imaginaire techniciste qui produit, surtout dans les fronts pionniers du capitalisme mondial le plus débridé, des rêves ou des cauchemars dystopiques, on voit bien que, y compris dans les expériences actuelles, celles-ci ne se conjuguent jamais au futur, mais le plus souvent au futur antérieur. Je vais prendre un seul exemple, le plus caricatural, celui qui a été inauguré en janvier 2021 en Arabie Saoudite, The Line. The Line, c'est une structure architecturale entièrement couverte de miroirs qui filent comme une lame dans le désert, 170 km de longueur, haut de 500 mètres quand même, effilé effectivement comme un sabre parce que épais seulement de 200 mètres. Et c'est à la fois la ville du quart d'heure, car elle est structurée par un tramway hyper moderne et dont on nous assure qu'il sera mu par une énergie 100% renouvelable qui fait les 170 km en 20 minutes et qui devrait abriter, si l'on peut dire, 9 millions d'habitants, si l'on peut dire, assistés par l'IA et qui donc ferait de cette mégapole linéaire une proposition qui conteste ce qu'on connaît bien comme étant, d'une certaine manière, le plus grand défi à la mobilité, à l'énergie, c'est-à-dire l'étalement urbain, qui conteste l'étalement urbain par un rêve de défilement urbain. Mais cette ville du futur est en réalité, je l'ai dit, un futur antérieur. C'est-à-dire c'est l'avenir tel qu'on se l'imaginait au XIXe siècle. Et on pourrait trouver 1000 exemples, les historiens de l'architecture n'en sont pas avares, de ces rêves d'ingénieurs qui construisent la ville, et le projet moderne, d'une certaine manière, de Le Corbusier le poursuivait, autour de la projection des moyens de transport existants. Par exemple, ce projet d'une cité linéaire, il avait été dessiné en 1882 déjà par l'ingénieur et urbaniste espagnol Arturo Soria autour du tramway de Madrid. Et il avait connu un début de réalisation. À la fin, ce ne fut qu'un quartier quand cela devait être la ville du futur. Quant à la hauteur vertigineuse de l'ensemble, 500 mètres de façade, elle impose ce que l'historien de l'art Gérard Labro appelle une évidence topographique, évidemment. Plus c'est vertigineux, plus la différence entre le haut et le bas, ce qui domine et ce qui est dominé, crée de la suggestion, si bien que, pour l'architecte Eliaou Keller du MIT, la vraie question n'est pas de savoir qui va y habiter, mais qui va servir qui. Ce qui est évidemment toujours la question à la fois de la domesticité, d'une société post-industrielle où on consomme peut-être de moins en moins d'espace, mais de plus en plus le temps des autres, qui, eux, doivent parcourir ce qu'on appelle les travailleurs de première ligne en vélo ou en tramway, peu importe, des plus longues distances, qui nous permet, nous, d'être dans une ville du quart d'heure. Et tout cela, d'une certaine manière, ça avait aussi été rêvé ou cauchemardé dans les cités que je connais un peu moins mal, les cités idéales de la Renaissance italienne, quand Léonard de Vinci dessinait une ville, il la dessinait un peu comme la rêve aussi l'émir de Dubaï, c'est-à-dire au fond une ville verticale où ceux qui sont servis sont en haut et ceux qui servent sont invisibles, où il y a, comme le disait, vous savez, c'est une blague que j'aime bien, Saint-Simon disait de son château, il y a sans doute une cuisine puisqu'on m'amène à manger, mais je ne sais pas où elle est. Je ne l'ai jamais vue. Comme dans une belle bagnole où le moteur tourne, mais on ne l'entend pas. Bon, voilà. Et d'une certaine manière, on comprend très bien à saisir l'historicité en longue durée de ces rêves technicistes de la ville idéale, que
l'esthétisation de la Renaissance n'est rien d'autre, au fond, pour le Quattrocento, que l'idéalisation de la ségrégation urbaine. C'est une manière, effectivement, d'embellir la domination sociale. Et c'est assez net, d'ailleurs, dans le texte qui est le texte inaugurateur de ce rêve architectural, celui de Leon Battista Alberti en 1452, De Re Edificatoria, ce que édifier, du fait d'édifier, ce que bâtir veut dire, on pourrait le traduire ainsi en paraphrasant Pierre Bourdieu, et qui, au fond, reprend la triade vitruvienne, c'est-à-dire que bâtir, c'est conquérir effectivement l'utilité, la beauté et la durée. Et donc il y a toujours cette triade beauté, utilité, solidité, qui est un rêve, un idéal de futur. Donc, d'une certaine manière, n'oublions jamais, c'est comme une sorte de petite alerte, que les grandes projections imaginaires des villes du futur portent toujours, de manière implicite ou explicite, une fonction critique. Le roman d'anticipation de Louis-Sébastien Mercier, l'an 2440, Rêve s'il en fut jamais, qui est le sous-titre, roman paru en 1771 et qui projette dans le futur de la ville une critique sociale et politique de celle d'aujourd'hui, eh bien, montre que les villes idéales sont assez rarement les villes d'une vie idéale, d'une vie rêvée, mais l'idéalisation de la vie réelle telle qu'elle est, effectivement, telle que, comme dans The Line, on en étire, en somme, les perspectives. On va jusqu'au bout d'une dynamique sociale à l'œuvre, et qui est ici les hyperlieux du capitalisme mondialisé. Donc cette dimension critique, c'est une constante du genre. Donc, c'est d'autant plus important de rappeler ça que la ville du futur, de toute façon, on le sait, ce sera une ville construite sur la ville. Et qu'on en a fini aussi avec le fantasme de la ville, de la fondation urbaine ex novo. On doit faire avec la ville telle qu'elle est, c'est-à-dire juxtaposant des temporalités disjointes et vivre en ville, puisque c'est cela, effectivement, qui est l'horizon de notre réflexion et qui donnera lieu à la table ronde finale. Vivre en ville, c'est toujours mettre en contemporanéité, par le seul fait qu'on l'habite, qu'on y travaille, qu'on l'énonce, ou même simplement qu'on y marche, des passés disjoints. Une ville, disait le géographe français Max Sor, c'est une juxtaposition de formes qui ont survécu à leur fonction. Il y a des formes urbaines, qui, d'une certaine manière, sont la spatialisation d'une fonction sociale. Et puis, dès lors que cette fonction disparaît, alors la forme demeure à l'état de trace. Et il appartient à l'urbanisme de le réaffecter à d'autres fonctions. Tant qu'il y a des trains qui rentrent dans la gare d'Orsay, on ne la voit pas. C'est une forme qui correspond à sa fonction. Dès qu'il n'y a plus de train, il faut en faire quelque chose, par exemple un musée, et c'est cela, d'une certaine manière, le futur de la ville, c'est la réaffectation des traces du passé à de nouveaux usages. Ce n'est pas de construire ailleurs un rêve d'une société idéale, c'est effectivement de bricoler in situ, sur place, ce passé, et qui est un passé récent. Passé récent parce que, au fond, je prends l'idée, Paris, même si effectivement il y a des vestiges de toute époque, elle reste quand même, comme le disait Walter Benjamin, la capitale du XIXe siècle. Et donc c'est avec
ça, avec l'haussmanisation, avec l'urbanisme de régulation, avec l'hygiénisme du XIXe siècle, pour prendre effectivement toutes les questions qui vont nous occuper sur ces 2 jours que nous devons faire. Entendez que... alors, quand je dis début de l'Anthropocène, dont la périodisation, la caractérisation sont d'ailleurs aujourd'hui soumis à débat, eh bien, c'est pour dire que là commence la contamination du monde, pour reprendre le titre du livre de François Jarige et Thomas Leroux qui nous parlera tout à l'heure de ce moment d'émergence du risque environnemental au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Et c'est à ce moment-là que Paris, d'ailleurs, je cite le titre d'un autre de ses livres, devient le laboratoire des pollutions industrielles. Entendez que la ville elle-même devient le cadre d'expérimentation et d'exercice de la chimie moderne, avec notamment des grandes manufactures d'acides qui produisent des nuisances, des émanations de plus en plus toxiques, et ce dans un contexte global d'industrialisme triomphant. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que dès 1777, la lieutenance générale de police, en charge donc de la politique de salubrité publique, en particulier son responsable, Lenoir, Jean-Charles Pierre Lenoir, bouscule les usages en associant la science expérimentale, représentée par les savants eux-mêmes, et notamment à l'époque les pharmaciens, les associant donc à la modernisation administrative, ce qui produit une reconfiguration des rapports entre science, administration et justice. Parce qu'à la fin, ça débouche évidemment sur de grands procès contre les industriels de la chimie moderne. Donc on le voit. En matière de modernité également, il n'y a pas de conquête heureuse. L'idée de progrès n'est jamais indemne de sa critique sociale. Et ce que nous lègue ce passé récent, y compris le passé récent des rapports entre science et pouvoir dans la gestion de la ville, ce qui nous intéresse directement ici, c'est une collection de dilemmes davantage qu'un prêt-à-porter de certitudes politiques ou de solutions technologiques. Mais nous allons écouter tout à l'heure Thomas Leroux, nous allons aussi écouter Jean-Baptiste Fressoz qui va nous parler d'une histoire plus longue de la prise de conscience du changement climatique et du rôle que les sociétés humaines dans leurs fonctions transformatrices peuvent y avoir pour cesser de se donner le beau rôle de ceux qui ont compris enfin que la société humaine était devenue une force géologique et de comprendre effectivement la profondeur historique de ce souci environnemental. C'est important, pourquoi ? Pour dire que si la prise de conscience était plus ancienne qu'on le croit, ça veut dire aussi que le déni était mieux organisé qu'on le pense. Et en particulier, plus solidement ancré sur des pratiques de production de l'ignorance qui sont celles des intérêts industriels. Donc il y a bien une histoire de la prise de conscience du changement climatique qui, là encore, vous me voyez venir à chaque fois, nous permet d'alerter sur la fonction critique de tout ce que nous faisons. Alors évidemment, mon cher Philippe, je ne pouvais pas ne pas parler de cette peste dont on a tant discuté et voilà, qui m'a un petit peu occupé, puisque c'est ça une épidémie, ça occupe le corps et le langage, et d'une certaine manière, on voit très bien comment, lorsqu'on lit par exemple simplement cet extraordinaire article d'Alexandre Yersin, La peste à Hong Kong en 1894, 6 pages écrits en langue naturelle, on voit s'y déployer un discours qui tranche toutes les disciplines. Et c'est un rêve d'interdisciplinarité. Ce qui tranche les disciplines, c'est ce que Bruno Latour appelle le style
pasteurien. Et le style pasteurien, c'est une manière, au fond, de commencer une description urbaine, l'insalubrité, puis de poursuivre, c'est ce que fait Yersin, dans une pure tradition hygiéniste. Où sont les points d'eau? Sont-ils pollués? Sont-ils salis? Et puis ensuite faire de l'épidémiologie et rentrer dans le laboratoire, y trouver un autre régime de visibilité, identifier le tueur et revenir ensuite à la clinique. Et ainsi, en 6 pages, il aura tranché, avec ce style pasteurien, toutes les disciplines. Et c'est ce qui reste, évidemment, dans cet idéal, d'une certaine manière, de santé publique, c'est cette manière, effectivement, d'être libre avec la discipline et sur un objet, donc là, en l'occurrence, l'épidémie, comprendre qu'on a besoin de tous les savoirs pour rendre visible un problème global de santé publique. Et c'est pour ça qu'il me semble, c'est ce que faisait Yersin, face à un problème de santé publique, essayer de comprendre la connaissance on avait pu en avoir depuis le Moyen-Âge. C'est pour ça qu'il me semble pas totalement inutile de faire une halte dans l'histoire environnementale des villes médiévales, puisque c'est celle que je connais un petit peu, et en adressant à distance et fraternellement un salut à mon ami Denis Mingeot, avec qui j'avais jadis étudié tout ça, c'est-à-dire, au fond, l'idée que la défense de la ville au Moyen-Âge, dans son intégrité physique, elle passe par des choses qu'on connaît très bien, la défense de l'enceinte, mais aussi, d'abord, et en cela, elle est véritablement l'héritière de la cité antique, la défense de ces circuits d'approvisionnement anonaires. Voilà. Ça, c'est vieux comme Rome. Au fond, l'idée de politique publique, elle commence d'abord par la sécurité alimentaire, la sécurité du ravitaillement. Lors de son entrée en charge, le maire d'une petite ville anglaise comme Coventry prêtait serment devant ses concitoyens de maintenir la paix et aussi la sécurité alimentaire, c'est-à-dire à la fois l'entrée du ravitaillement, dans lequel s'engageait l'idée même de biens publics, la défense de sa zone de ravitaillement, qui évidemment oblige la ville à un commandement urbain élargi, ce qu'on appelle le contado en Italie, mais qui peut aller plus loin, les longues routes, par exemple, du bétail, la Mesta, les Catalans en 1420, ou les bœufs hongrois qui mènent à Nuremberg, dans les massacreries, et ce qui évoque, autre cas évidemment important, que d'une certaine manière, la première manière pour la ville de penser un futur, un avenir commun et durable, en réalité, c'est par sa sécurité alimentaire, mais c'est aussi en gérant, pas simplement les flux de ravitaillement, mais je viens de parler des massacreries, c'est-à-dire des abattoirs, en gérant la peur des aliments infâmes. Si la peur de manquer tenaille souvent les populations urbaines, l'angoisse de manger des aliments corrompus et malsains est également de plus en plus prégnante, d'où le développement d'une réglementation strictement normative sur la sécurité alimentaire, la crainte de la contagion de la lèpre porcine, par exemple, la ladrerie, qui justifie un contrôle de plus en plus serré de la commercialisation de la viande, ce qui s'explique évidemment par les connaissances médicales du temps. On croyait alors que cette parasitose était transmissible à l'homme directement, ce qui n'est pas vrai, mais aussi par des croyances anthropologiques plus anciennes et plus profondes et plus archaïques. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette précocité du souci environnemental dans les villes médiévales, dont la législation destinée à garantir la pureté des eaux, de l'air, se fonde sur une culture médicale
assez développée, mais qui n'est plus la nôtre, qui est la culture aériste, qui doit nous faire abandonner l'idée d'une cité pré-industrielle livrée aux puanteurs des cloaques, parcourus par des cours d'eau charriant des immondices. En réalité, il y a une réglementation des métiers depuis le XIIIe siècle qui limite la pollution hydrique, qui favorise l'auto-épuration des rivières et des canaux en distribuant, par exemple, rationnellement les activités artisanales au fil de l'eau. Bon, ça a été étudié dans les villes drapantes, Amiens, Auxerre, Provins, Beauvais. Les tanneurs, par exemple, sont sommés de s'installer en aval des cours d'eau et on tente de situer les teinturiers, lorsque cela est possible, sur un autre bras de la rivière, parce qu'on a remarqué que les restes d'alun, qui sont le mordant de la teinture des draps, eh bien, étaient dissous dans le jus de teinture, et donc que si on les distribuait de manière ordonnée, eh bien, on pouvait limiter la pollution. Et tout cela, effectivement, c'est ce que l'archéologie aujourd'hui définit comme un souci environnemental très précoce d'une ville durable, même si probablement ces hydrosystèmes urbains se sont un peu dégradés à la fin du Moyen-Âge, mais ça c'est une autre question. Ce que je voudrais rappeler, c'est lorsque les élites urbaines expérimentent la nécessité politique de défendre la ville contre l'infection des miasmes, des puanteurs, dans effectivement la lignée, vous l'avez compris, d'une pensée globale de la sécurité de la ville qui doit assurer son futur en se nourrissant sainement et en ayant une eau et un air qui est pur, eh bien, cette volonté-là, dans laquelle, effectivement, s'origine l'idée même de santé publique, on en avait parlé ensemble, Philippe, le terme n'est pas anachronique puisqu'il apparaît dans les sources italiennes dès le XIVe siècle, de santé publique, il y a des officiers de santé publique, mais il faut bien comprendre que cette volonté-là de rationalisation, elle est inséparable d'une pensée globale de la pureté ou de la purification qui a aussi des conséquences sur la sexualité. On limite l'emprise des bordels publics, on va commencer à se méfier de tout ce qui vient polluer les comportements. C'est la grande chasse aux sodomites à partir de la fin du XVe siècle. Et donc, ce qui nous paraît effectivement disjoint dans notre rationalité économique était au fond solidaire dans les politiques urbaines de l'époque médiévale et de l'époque moderne. C'est avec le même allant, j'allais dire le même enthousiasme, qu'on lutte contre toutes les impuretés. L'impureté, effectivement, industrielle, la pollution environnementale, mais aussi ce qui souille les identités sexuelles ou confessionnelles. Donc la politique qui vise à contrôler, à encadrer tous les comportements déviants, eh bien, au fond, elle s'inscrit aussi dans une écologie urbaine. Voilà. Et donc, on ne peut pas, quand on est historien, discriminer dans le passé ce qui nous plaît, et ce qu'on aurait envie, effectivement, de valoriser, en disant, ah, c'est assez chouette, quand même, les villes médiévales, elles avaient un souci environnemental que vous n'imaginez pas, et de passer sous silence ce qui, pour eux, était, au fond, du même ordre. Et pourquoi je dis tout ça ? Eh bien, pour comprendre, justement, les ambivalences de la notion même d'ordre urbain. L'histoire culturelle, il joue son rôle de trouble-fête, dès lors que pointe la tentation de l'idéal techniciste. Et on le comprend aujourd'hui avec les inquiétudes sur la surveillance généralisée liée à la Smart City. On redécouvre, par exemple, aujourd'hui, l'œuvre prophétique de Paul Virilio, urbaniste, philosophe de la vitesse, mais de la vitesse qui n'est pas, pour lui,
toujours à valoriser. Pour lui, la vitesse était la vieillesse du monde. Bon. Et donc, philosophe de la vitesse et je dirais, la simultanéité. Tout est maintenant, écrivait-il. Et d'une certaine manière, cette devise pourrait être celle de n'importe quel historien de l'urbain. Tout est maintenant. Tout est effectivement, quel que soit le passé plus ou moins récent depuis lequel il se situe, tout est maintenant. Et son œuvre vient d'être rééditée dans un gros livre intitulé, je pense que le titre pourrait intéresser Marc, « La fin du monde est un concept sans avenir », et on peut y lire ou relire des textes comme celui où il annonçait en 1984, 1984 c'est intéressant parce que c'est une année où on d'une certaine manière, où on atteignait l'année prophétique d'Orwell. En 1984, il écrit un texte qui s'appelle « La ville exposée », où il montre, effectivement, il prophétise un peu notre monde de surveillance généralisée, mais où, je le cite, il ne s'agit plus, comme par le passé, d'isoler par l'enfermement contagieux le suspect, mais de l'intercepter sur son trajet, le temps d'ausculter son vêtement, son bagage. Bon, il n'avait pas encore imaginé la reconnaissance faciale, d'où cette soudaine prolifération de caméras, de radars, de détecteurs dans les lieux de passage obligés. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'enfermer, il s'agit d'intercepter dans le passage, dans les lieux de passage. Second exemple de cet usage, au fond, qu'est-ce qu'on fait de cette idée que, disons, le souci environnemental de construire une ville du futur est plus ancien qu'on le pense, la question de la nature en ville. C'est, Stéphane Van Damme l'a bien montré, une seconde nature. La première nature, c'est celle indomptée, sauvage, non domestiquée du wilderness. Mais depuis le XVIIIe siècle, en fait, la ville est un objet de connaissance naturaliste. Il y a des sciences naturelles qui s'intéressent à la botanique urbaine. Il y a des sciences de la nature qui jettent les bases d'une écologie urbaine. Et celle-ci doit être, à mon avis, mobilisée dans sa dimension critique, une fois encore, pour contrer les naïvetés architecturale de la végétalisation à tout crin, qui est le discours dominant, au fond, des aménageurs aujourd'hui. Vous voyez le nouveau quartier de Milan, par exemple, avec le Bosco vertical. Et bon, c'est un discours paysager qui, comme l'a montré Federico Ferrari, est l'un des grands récits de l'aménagement urbain, qui est fondé à la fois sur le rejet du projet moderne, contre Le Corbusier, et l'articulation d'un rêve techniciste à la nostalgie de la nature. Et une nostalgie de la nature qui est, mais totalement fantasmée, et qui ne tient pas compte du fait que, au fond, il y a des savoirs naturalistes urbains depuis le XVIIIe siècle, et que cette nature, c'est pas la grande nature sauvage, c'est la seconde nature, celle avec laquelle on vit depuis si longtemps. Donc, vous voyez, il me semble que j'essaye aussi toujours de défendre la boutique. Je disais que l'inutilité de la profession historienne, le travail des historiennes et des historiens des temps anciens, au fond, il ne consiste pas, parlant de la longue durée des villes, seulement à alourdir l'inertie, le poids de l'histoire, le fait qu'inévitablement il est difficile de gouverner des pays si anciens, où les mots pèsent leur poids d'une histoire d'autant plus lourde qu'elle est d'une certaine manière imperçue, et qu'il vaudrait mieux alors, quand on est un architecte moderne, aller dans le désert, à Dubaï ou ailleurs, pour produire des rêves de futur. Non, je pense que l'histoire, la géographie, l'ethnologie, l'anthropologie, la sociologie de l'urbain ne sont pas seulement que des troubles faits de la décision politique. Je pense qu'elles doivent exprimer, au fond, non seulement au-delà de l'interminable série de mises en garde sur l'air sans cesse entonné du « c'est plus compliqué que ça », oui, c'est toujours plus compliqué que ça, au fond, cette
l'idée que c'est, je le répète, par ce style pasteurien, en tranchant dans le vif des disciplines, qu'on peut saisir les potentialités inaperçues de ces ressources d'intelligibilité qui gisent dans le passé urbain, le futur et dans la ville. Entendez qu'il y est déjà. Qu'il y est déjà, mais qu'il suffit effectivement d'aller le chercher. J'avais occupé en 2016, pendant un an, une chaire interdisciplinaire de la Fondation Bordeaux Université, qui s'appelait la chaire Gilles Deleuze, sur les rapports entre métropole, nature et démocratie. Et ces trois mots, métropole, nature, démocratie, c'est sur eux que je voudrais terminer. Métropole, parce que finalement, mon titre était la métropolisation des villes. Métropole, le mot, encore une fois, renvoie, on le sait, au monde grec, et plus précisément au phénomène colonial. La métropole est la ville mère qui projette son urbanité dans les cités coloniales, sur lesquelles elle exerce d'abord des fonctions de commandement. Et aujourd'hui encore, la métropolisation désigne historiquement la capacité d'une grande ville à se projeter au loin par essaimage colonial, et explique donc la persistance dans le contexte des empires coloniaux contemporains, mais aussi de manière plus étrange dans une société qui se croit postcoloniale comme la France, de l'usage du terme métropole pour désigner la partie continentale de l'État où réside la capitale. Alors, vous savez que le gigantisme des capitales apparaît aux théoriciens de la réforme de l'État, notamment depuis le XVIIIe siècle, comme une manifestation fâcheuse des pouvoirs despotiques. Le cas de Naples étant alors emblématique de ce mal governo urbain, la hantise d'un développement urbain qui ne maîtrise plus l'urbanisme de régulation des lumières se conjugue au fond avec la dénonciation d'un échange inégal, colonial, ensemble, d'une capitale qui est prédatrice sur un territoire dominé. Ainsi l'écrit Montesquieu dans l'Esprit des lois, dans les États despotiques, la capitale s'agrandit nécessairement. Et c'est ici qu'un détour par l'histoire culturelle des imaginaires urbains, tel que va nous le proposer maintenant, ou presque, Emmanuel Loyer, s'avère utile à toutes et à tous, parce qu'elle nous permet de comprendre l'ambivalence de la relation affective et en même temps fascinée que nous entretenons avec, par exemple, la mégalopole américaine, pour parler comme Jean Gottman. Ce que le film de Fritz Lang, Métropolis, prophétisait, c'est que si la ville devient une grande usine, si une grande usine a fabriqué son propre futur, si elle n'est pas simplement le lieu où l'on tourne le dos à l'histoire, elle est le lieu où l'on dénie aux habitants ce que David Harvey appelait le droit à la ville, c'est-à-dire la citoyenneté, c'est-à-dire que la métropolisation, comme, au fond, passage à l'urbain, est une décivilisation, c'est-à-dire que c'est une sortie de la ville. Et c'est quelque chose qui me semble important pour comprendre aussi ce qui nous anime, et j'en termine tout à fait avec cette dernière idée. Dans le modèle italien, Fernand Braudel raconte l'histoire de l'Europe, j'y reviens, à la manière d'une fable de La Fontaine, la plus fameuse peut-être, celle du lièvre et de la tortue. La ville, c'est le lièvre. Elle est plus vive, elle est plus véloce, et elle est tellement sûre de sa victoire, tant son avance en matière de gouvernementalité, gouvernement par l'écrit et autres, est évidente. Mais c'est pas elle qui gagne. L'Europe urbaine, l'Europe moderne ne sera pas une Europe des villes, mais une Europe des États. Ces tortues qui, se sachant plus lourdes, sont parties plus tôt. Dans cette course à la modernisation politique, la ville est vitesse, accélératrice d'histoire, incubatrice d'un dynamisme qui électrise les chronologies, alors que l'État brodélien est cette tortue si lente, si pesante, si désespérément immobile, apparemment, qu'on ne la voit jamais venir. Fernand Braudel pensait ainsi la grande ville comme le théâtre heureux d'une modernité enchanteresse,
La splendeur, la richesse, le bonheur de vivre se rassemblent au centre de l'économie monde, en son cœur. C'est là que le soleil de l'histoire fait briller les plus vives couleurs. Lorsque l'on désespère de la lenteur de l'État, on peut se consoler en réactivant son énergie par le fait qu'il y a une agilité de la décision politique dans un cadre urbain qui permet de prendre de vitesse tous ces scrupules, toutes ces inerties, et de faire enfin quelque chose. Lorsque on commence à désespérer, et en particulier du point de vue du changement climatique, de l'ignorance des États, eh bien, on peut se souvenir, par exemple, que dans l'administration Trump, eh bien, des grandes villes eh bien, ont appliqué l'accord de Paris, qui n'était pas appliqué sur le plan fédéral, mais qui l'était du point de vue des grandes villes. On peut se souvenir qu'il y a aujourd'hui même, à Dubaï, des villes invitées, 192 États, il y a des ONG, et il y a aussi des villes invitées à la COP 28, qui commence aujourd'hui, et il y a, en marge du sommet, le C40 Cities, qui a été créé en 2005, par le maire de Londres, Ken Livingstone, qui est aujourd'hui présidé par l'ancien maire de Los Angeles, Eric Garcetti, et qui regroupe actuellement 96 grandes villes dans le monde, engagées dans la lutte contre le dérèglement climatique, 96 grandes villes qui capitalisent à elles seules 700 millions d'habitants et un quart de la richesse mondiale. Et là, on peut se dire, à la mode brodélienne, avec ces 96-là, ça va plus vite. Ils se mettent d'accord, effectivement, sur des objectifs en particulier énergétiques, et cette idée consolatrice de la constitution d'un archipel métropolitain mondial par lequel se constituerait une sorte d'aristocratie mondiale des métropoles éclairée par la raison, résiliente, équitable, vertueuse, durable. Ce n'est rien d'autre que la projection territoriale du gouvernement des honnêtes gens de Guizot. Puisque décidément, nous sommes dans un marais d'ignorance où pataugent ces tortues désespérantes que sont les États, alors, eh bien, prenons le bon train, celui des villes. Idée consolante, ai-je dit, mais également, je suis désolé, dangereuse. Parce qu'elle ne rend pas compte de l'armature urbaine d'aujourd'hui. Les villes globales sont des villes-mondes, et le monde est fait de ce que le géographe Olivier Dollfus a appelé un archipel mégalopolitain global. Et la métropole, qui se caractérisait autrefois par l'étalement urbain, elle est définie aujourd'hui par son caractère hyperscalaire, ce qui fait qu'en fait, il y a une centaine de villes dans le monde qui ont parfois moins d'1 million d'habitants et qui constituent le nouveau maillage de la mondialité. Et si cette idée est dangereuse, c'est donc parce qu'elle est injuste, parce qu'il y a un dédain social qui trahit une telle attitude résignée par laquelle on se résoudrait à ce que les métropoles larguent leurs amarres territoriales, ou pour le dire plus crûment encore, se détachent de ce peuple qu'on ne saurait voir, pour voguer, libre et fier, vers une mondialité heureuse de l'interrelation. C'est ce que j'appelle l'archipel, pas au sens d'Édouard Glissant. Ça a une grande beauté littéraire. L'archipel, c'est une pluralité discontinue des solitudes où la totalité vit de ses propres détails. Ah non, c'est l'archipel l'archipel français au sens de Fourquet, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la ghettoisation des intérêts. Or, j'en terminerai par là, je ne peux pas m'empêcher à la fin de parler de la fresque du bon gouvernement peinte par Ambrogio Lorenzetti à Sienne en 1338, lui aussi. Imaginait, sinon une ville du futur, c'était celle dans laquelle il vivait, mais une ville durable, une ville habitable, une ville vivable, une ville en paix. Et ce que dit cette fresque, d'une certaine manière, tient en un mot, pour avoir un futur, il faut vivre en paix, mais il n'y a pas de paix sans justice. Et il n'y a pas de paix possible sans justice territoriale. Et c'est peut-être aussi tout cela qui, au fond, est en jeu dans la pensée des passés urbains de la ville du futur.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Et